Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir parmi nous et dans le cadre de ces programmes qu'on suit depuis août 2020, une personne que Dr Jacques Vigne considère comme un vrai bodhisattva qui aide les gens un peu partout dans le monde par des consultations en ligne et par les programmes qu'elle organise et anime. C'est la psychologue et psychothérapeute Anne-Sophie Cook. On l'a reçue dans l'un des programmes du docteur Jacques Vigne et elle a impressionné par son message et sa méditation guidée beaucoup de gens qui nous ont demandé de la recevoir dans un entretien qui va encore plus loin. Geneviève Kouvouts, l'assistante de Jacques Vigne, par exemple, a témoigné à ce propos en disant « Personnellement, j'ai adoré les talents de Anne-Sophie Cook et sa verve communicative. Je me contente de cette petite introduction et je vais lui laisser le soin de se présenter. Une petite remarque, cette émission est en deux parties. La première partie, elle est en deux volets. L'interview qui va durer entre 50 et 1 heure, 50 minutes et 1 heure. Ensuite, on donnera la parole au docteur Jacques Vigne pendant une dizaine de minutes s'il a des commentaires ou des remarques à faire. Dans la deuxième partie, Anne-Sophie Cook va nous guider dans une méditation. Elle sera une méditation en bilingue. Elle parlera en français et je traduis en arabe une méditation d'à peu près une demi-heure. Et dans la quatrième, disons, deuxième partie ou deuxième volet de la deuxième partie, c'est des questions et échanges. Si vous avez des questions à poser à Anne-Sophie Cook, on aura un petit quart d'heure pour que vous posez vos questions et elle vous répond. Bonsoir encore une fois, Anne-Sophie. Ma première question, psychologue, clinicienne et psychothérapeute, naturopathe, facilitatrice en yoga, psychologue nomade, un grand ensemble de titres. Peux-tu te présenter brièvement à partir de ces titres? Oui, déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et donc, pour répondre à ta question, donc oui, différentes formations. En fait, je suis très curieuse et ça m'a amenée à explorer voilà, différentes disciplines avec en fil rouge cette envie de comprendre, d'approcher le sens profond des choses au-delà des a priori ou des apparences. Donc, en premier lieu, je suis devenue psychologue, c'est ma formation de base. Euh, c'est un métier qui me passionne, qui me fait grandir, qui me donne la chance d'accompagner des personnes extraordinaires. Et puisqu'on est dans un cadre aussi ouvert au spirituel, je peux dire que c'est beaucoup plus qu'une profession. Pour moi, c'est vraiment une sadhana, c'est une pratique spirituelle aussi à travers ma profession. Donc, la psychologie, ça a été ma première manière de chercher à comprendre l'humain dans les autres, l'humaine en moi-même. Et ensuite, la naturopathie s'est présentée parce que déjà, assez tôt dans ma vie, la maladie avait pris de la place en tant qu'aidante et en tant que malade aussi. Et c'est dans ce contexte que je cherchais des réponses et surtout une autre vision de la santé. Et c'est ces réponses que j'ai pu trouver dans les médecines alternatives. Donc, quelques années après mon diplôme de psychologue, je me réengage dans des études en naturopathie. Et puis, plus largement, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles, l'Ayurveda, la médecine chinoise, le chamanisme. Et toutes ces approches, elles m'ont aidée à prendre l'individu en compte de manière encore plus globale.
Et en parallèle, le yoga m'a accompagnée depuis une dizaine d'années, aussi pour des raisons de santé, mais surtout en lien avec ma quête spirituelle et surtout mon amour pour l'Inde, où je suis assez régulièrement. Et ça fait le lien avec la psychologie nomade, donc c'est pas du tout un titre ou une appellation contrôlée, c'est plus une manière de décrire ma pratique qui est un petit peu spécifique, puisque je travaille uniquement en visio euh, pour les francophones partout dans le monde, et je propose des psychothérapies et des programmes en ligne. Et j'ai moi-même un mode de vie itinérant, donc sans domicile fixe. Et donc, c'est un choix de vie qui est, entre autres, au service de ma quête spirituelle, puisque ça me permet de vivre dans des ashrams, dans des monastères, de pouvoir explorer à leur source différentes traditions de sagesse grâce à la mobilité géographique. Voilà. Et Anne-Sophie, justement, tu notes est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Quelle différence entre les deux? Psychologue clinicienne, en fait, c'est après un master en psychologie, donc 5 années à l'université. Et psychothérapeute, en tout cas en France, psychothérapeute, ce ne sont pas des études universitaires. C'est une formation, si je ne me trompe pas, de 3 ans. OK. Et tu as parlé d'une naturopathie, et précisément, et tu as dit une autre vision de la santé. Tu n'es Hmm. pas satisfaite donc de cette vision traditionnelle, ou disons pas traditionnelle, conventionnelle et allopathique qui est la médecine moderne? Euh, je pense qu'elle est très pertinente dans les situations d'urgence et au niveau de sa technicité. Mais pour tout ce qui touche aux maladies chroniques, à la prévention, je pense que les médecines traditionnelles, elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc, je pense que la complémentarité est importante. Mais moi, dans mon parcours, vu que c'était vraiment un parcours de maladies chroniques, j'ai vraiment eu besoin de l'apport des médecines traditionnelles. Oui, mais tu as cité le chamanisme, et normalement les gens ne considèrent pas le chamanisme comme une médecine. Je crois que même l'OMS reconnaît le chamanisme comme médecine traditionnelle, au même titre que l'Ayurveda ou la médecine chinoise, donc en fait qui sont les médecines primitives hein, auxquelles on avait recours aux origines. Donc moi je la place un petit peu au même niveau. Hmm. Et il y a aussi un titre qui m'a attiré l'attention, facilitatrice en yoga, dont tu n'as pas parlé. C'est Mm, quoi? Et ça, tu facilites quoi dans le yoga? mm. En fait, donc j'ai un diplôme de professeur de yoga, mais je trouve que le yoga, c'est tellement vaste, c'est tellement subtil que je me sens pas du tout légitime on va dire, m'identifier comme professeur de yoga. Et donc, je préfère le terme facilitatrice, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, j'utilise beaucoup les pranayamas quand je pratique, comme j'utilise beaucoup d'outils psychocorporels, il y a des éléments du yoga que je peux intégrer, dans les suivis, mais j'irai pas jusqu'à me dire professeur de yoga. Parce que je pense que c'est tellement, enfin, j'ai tellement de respect pour cette discipline que je ne me sens pas assez compétente pour le formuler comme ça. Quelle modestie! Et encore une chose qui m'a attiré l'attention dans ta réponse, tu viens de dire que, disons, ton métier, ta mission en tant que psychologue et psychothérapeute, pour toi, c'est une sadhana. C'est vraiment très attirant. Donc, est-ce que tu te mêles à ce qu'on appelle la psychologie spirituelle? Elle fait partie de ton domaine. Et c'est quoi précisément cette sadhana que tu fais? Mm. Oui, alors c'est sûr que Jacques Vigne, il m'a beaucoup inspirée aussi parce que ses enseignements, ils m'ont permis de pouvoir davantage tisser des liens entre psychologie et tradition de sagesse, spiritualité. Donc ça m'a beaucoup nourri dans mon cheminement. Et par rapport à ma pratique spirituelle, je vois vraiment finalement mon métier de thérapeute comme du seva, en fait, du service. Et quand je le fais, quand je le pratique, c'est pas juste voilà mes heures de travail.
enfin, je me sens vraiment investie de tout mon cœur avec une vraie intention que ça puisse, que mon travail puisse bénéficier bah, à tous les êtres du mieux que possible. Hmm. Une dernière question dans ce même cadre. Psychologue nomade, que veux-tu dire? Quel message tu veux passer à travers ce titre? Mm. Bah, ça parle en même temps de mon mode de vie, donc que je pratique de manière nomade, en distanciel, que je suis aussi accessible à des personnes qui peuvent être un peu partout sur la planète. Euh, Ça parle aussi du fait que j'accompagne les nomades. Donc, mon mode de vie, il me permet aussi d'avoir cette compréhension des enjeux qui sont spécifiques à cette manière de vivre, qui sont quand même très particuliers. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, ce que j'aime bien dans le terme psychologue nomade, c'est qu'il y a cette idée de ne pas s'attacher à quelque chose et de pouvoir aussi cheminer avec un certain détachement. Parce que voilà, un nomade, bah, il cultive le non-attachement finalement, puisqu'il n'est pas attaché à un lieu. Et c'est aussi ce que j'essaye de cultiver globalement dans ma vie, au-delà de la question géographique. Bah, c'est quelque chose de pareil avec ce qu'on voit chez Dr. Jacqueline. Et ce mouvement continuel, question personnelle peut-être, Anne-Sophie, c'est pas fatigant un peu pour toi? Si, si, c'est souvent fatigant. Euh, mais les bénéfices sont supérieurs au coût, je dirais, pour l'instant. Dans l'Ayurveda, on dit que ça fait une aggravation du vata, Oui, c'est-à-dire l'humeur du vent, parce que oui, une- tout à fait. euh, un Et, mouvement et en plus, continuel. je suis Vata. Donc, c'est quelque chose à quoi je suis vigilante, justement, d'essayer dans ma vie de, voilà, d'équilibrer les choses parce que, évidemment, cette mobilité, eh ben, elle amène encore plus de Vata, plus d'éléments air. Et donc, ça implique que je dois trouver d'autres moyens pour m'enraciner, pour cultiver l'élémentaire. Anne-Sophie, toujours dans le personnel, et peut-être c'est la dernière question personnelle. En t'écoutant maintes fois, ma première impression personnellement a été celle d'une personne qui a souffert et qui veut sincèrement aider les autres à diminuer leur souffrance. La question, jusqu'à quel point cette impression qui est la mienne est-elle vraie? Oui, alors la souffrance, elle a fait partie de mon chemin assez tôt. Euh, j'ai vite compris qu'elle était inévitable. Enfant, j'étais très sensible à la douleur des autres. J'ai grandi dans une famille avec une personne malade, très malade. J'ai aussi été marquée par le lien avec les rescapés du génocide rwandais, parce que j'ai passé une partie de mon enfance aux Comores, dans l'océan Indien, où nous avions des réfugiés qui fuyaient les massacres. Donc tout ça, plus d'autres circonstances de vie, j'ai vécu notamment un coup d'État militaire à cette époque-là, ça a contribué à me confronter assez jeune à la question de la violence et des inégalités. Et je ressentais beaucoup d'impuissance face à ça, face à la douleur dont j'étais témoin et à celle que je portais aussi. Et ça m'a amenée, je dirais, adolescente à une forme de résolution intérieure. Euh, Si je peux pas empêcher la souffrance, alors la seule chose que je peux faire au moins, c'est d'être là avec ceux qui souffrent. C'était un petit peu un compromis pour garder un sens à la vie au milieu de la souffrance. C'est un peu ambitieux, mais ça a été, je pense, la première pierre de ma vocation de psychologue. Et tu parles à fuir les massacres. Donc, bah, dès ton enfance, tu étais en quelque sorte face à face avec le trauma, notre sujet actuel de cette émission. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que, il y a eu des chocs traumatiques successifs assez tôt dans ma vie. Ouais. Et Tu as déjà subi le trauma avant de te spécialiser, disons, dans le traitement du trauma.
Je pense que c'est justement parce que je l'ai vraiment vécu profondément que je me suis orientée plus tard vers cette spécialisation. Et je pense que déjà, quand je me suis orientée vers des études de psychologie, je cherchais des réponses, que je formulais pas encore parce que je connaissais peu les questions, je connaissais même pas les questions de trauma. C'est ensuite, au fur et à mesure, et c'est bien après être devenue psychologue, que j'ai vraiment découvert ce qui était la psychotraumatologie et que c'est venu aussi apporter des réponses. Mais quand tu dis tu étais très sensible à la douleur des autres, c'est quoi cette sensibilité, une certaine spiritualité? Qu'est-ce qui t'a dirigé à être assez sensible aux douleurs des autres? Alors, je pense qu'il y avait une certaine sensibilité. Peut-être que la spiritualité aussi euh, donnait peut-être cette fibre-là, parce que c'est vrai que très jeune, dès mon enfance, ce lien avec l'absolu, il occupait une place importante pour moi. Voilà, j'avais vraiment des aspirations à être en lien avec quelque chose de supérieur, avec quelque chose de l'au-delà. Et je pense que c'est finalement, à plein de moments de mon parcours, c'est l'expérience de la solitude qui m'a presque forcée à trouver en moi et dans la spiritualité une présence compatissante qui manquait à l'extérieur et que finalement, après, j'ai pu mettre au service des autres à travers ma profession. Voilà, nous commençons par maintenant par attaquer notre sujet sur les traumas de cette émission. Et je vais te citer et ensuite te poser des questions sur tes propres paroles et tes propres propos. Tu dis, par exemple, Anne-Sophie, raconter un événement traumatique sans être régulé émotionnellement expose à un risque de re-traumatisation. Ma question, comment et pourquoi ça expose un tel risque? Donc voilà, on va rentrer dans le thème des traumas. Donc en préambule, je voudrais juste mentionner que on peut tous potentiellement être porteurs de mémoires traumatiques qui peuvent se réactiver quand on évoque ce sujet. Donc, je vous invite simplement à rester à l'écoute de vous-même pendant ce temps qu'on a ensemble et surtout de vous sentir libre si vous avez besoin de prendre une pause ou même d'interrompre l'écoute. Parce il est normal que ce thème il puisse être déstabilisant si vous avez vécu des chocs traumatiques qui n'ont pas pu être travaillés. Voilà, donc je referme la parenthèse. Et donc, pour répondre à la question, donc, quand un souvenir traumatique est remémoré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va revenir avec la charge émotionnelle avec laquelle il a été encodé. Donc, si c'est un souvenir traumatique, il va revenir avec la détresse associée, qui est parfois très intense, et donc il peut retraumatiser à nouveau la personne comme si elle revit l'événement. Donc ça, c'est une des spécificités de la mémoire traumatique que j'aurai peut-être l'occasion de développer. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que je vais me remémorer ce souvenir, il va en plus à chaque fois être réencodé à nouveau avec une couche d'angoisse. Si par exemple j'ai vécu un accident de voiture, que ça a été très stressant, chaque fois que je vais repenser à cet accident, bah, je vais avoir une montée de stress et je vais réencoder le souvenir avec la couche de stress supplémentaire. Donc en fait, en racontant le trauma, on risque de venir renforcer la détresse du souvenir si on n'a pas déjà fait un travail de stabilisation. Donc ça, ce que j'évoque là, c'est la théorie de la reconsolidation mnésique. Et du coup, ça nous indique que la priorité dans les thérapies du trauma, c'est de ne revenir vers des souvenirs traumatiques qu'après une phase où la personne a appris à réguler ses émotions, son système nerveux et son stress. Pour que, au moment de la thérapie où on veut revenir vers les souvenirs traumatiques, il soit possible de trouver de la régulation, des nouvelles ressources de calme et de maîtrise,
ce qui va permettre de réencoder le souvenir traumatique avec une nouvelle tonalité et avec le soutien engagé du thérapeute, euh, sachant que souvent dans les traumas, il y a un grand vécu d'isolement. Donc la présence du thérapeute est très importante à ce niveau-là. Donc cette théorie, elle nous montre que les souvenirs, quand on les remémore, ils redeviennent malléables, ils peuvent être mis à jour avant d'être reconsolidés dans la mémoire. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, selon l'état émotionnel au moment de la remémoration. Mhm. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est un peu technique, hein, cette notion de reconsolidation mnésique. Mais du coup, ça Ouais. explique pourquoi en thérapie du trauma, on est extrêmement prudent par rapport à la verbalisation des événements traumatiques. Moi, ça m'arrive souvent en thérapie, surtout les premières séances, d'avoir des personnes qui pensent qu'il faut qu'elles me racontent leur trauma parce que souvent on a l'impression que si on va voir un psy parce qu'on a vécu un trauma, il va falloir lui raconter les détails. Alors, des fois, c'est moi qui dis aux personnes non, pas tout de suite, parce que j'ai pas envie qu'ils racontent le souvenir tant qu'il n'y a pas une stabilisation suffisante. Sinon, je les expose à venir encore renforcer la détresse associée. Anne-Sophie, dès qu'on parle de la verbalisation, bah, on pense directement à la psychanalyse. Mm. Toi-même, d'ailleurs, tu en parles en disant, tu dis, la psychanalyse ne me paraît pas la plus adaptée dans l'accompagnement des psychotraumas. Ma question, pourquoi elle n'est pas la plus adaptée et de quel genre d'adaptation Mm. parles-tu? Donc, le trauma, je l'ai pas reprécisé, mais le trauma, pour le définir, c'est une altération durable du fonctionnement psychique et du système nerveux en réponse à un événement qui a été perçu comme menaçant pour l'intégrité physique ou psychique. Donc en fait, ce qui est important, c'est de voir que c'est pas seulement une altération de l'esprit, mais aussi de la physiologie du corps. Donc ça nous donne l'indication que la thérapeutique, elle se doit aussi d'intégrer le corps, d'où l'importance des approches psychocorporelles. Or, la psychanalyse, son outil thérapeutique principal, c'est la parole. Et la verbalisation, elle ne suffit pas dans la prise en charge des psychotraumas. On a même vu hein, juste avant qu'elle peut même être source d'aggravation. Donc c'est en ça que je dis que c'est pas forcément l'approche la plus adaptée. Et il y a aussi un autre point important, c'est le positionnement du thérapeute. La psychanalyse, vous savez peut-être, elle se fonde sur le principe de neutralité bienveillante. Donc, Hmm. c'est bienveillant, certes, mais il y a une forme de réserve où le thérapeute ne s'implique pas. Ça a son bien fondé dans certains contextes, mais dans le cadre des psychotraumas, il faut savoir que une part de ce qui se brise dans le trauma, c'est un certain sentiment de reliance et d'appartenance à l'humanité, comme si on était expulsé hors de l'humanité soit parce qu'on a fait des expériences déshumanisantes, soit parce que la puissance de l'expérience traumatique est telle que ça devient presque impossible de la communiquer et ça vient accentuer le fait d'être finalement séparé de la condition humaine. Donc de ce fait, les interactions relationnelles autour d'un trauma vont être vraiment très importantes. Donc, s'il y a un lien humain qui va être soutenant autour du trauma, ça va avoir une certaine fonction de contenance, de régulation, qui va venir aider la personne à faire face à l'effroi du trauma pour arriver à faire quelque chose de cette expérience. Mais à l'inverse, s'il y a une absence de connexion humaine, eh ben, ça peut laisser la personne encore plus démunie pour intégrer son choc et accentuer la sensation de décalage. Hmm. Donc, on voit que le lien, en fait, la relation, elle va agir soit comme un facteur protecteur, soit comme un facteur aggravant quand il n'y a pas de reconnaissance du traumatisme et d'accompagnement par l'autre.
Et, euh, et quand je dis ça, c'est pas seulement qu'il y ait des gens autour, c'est qu'il y ait des autres qui puissent aussi valider ce que la personne ressent. C'est-à-dire pouvoir vraiment être à l'écoute de son vécu. Alors que très souvent, ce qui peut se passer, c'est que si on vit un choc, et qu'on le partage, il peut y avoir beaucoup de banalisation. Bah, c'est pas si grave, bah, tu t'en es sorti, tout va bien. Il y en a pour qui c'était pire, toi, voilà. Il va y avoir en fait parfois ce discours qui vient invalider le ressenti et qui va minimiser la souffrance de la personne, qui va l'amener petit à petit ben, à se renfermer, à ne plus forcément l'exprimer. Euh, et elle va finalement aussi comme réprimer son ressenti puisque bah, on lui a fait comprendre que c'était pas si important. Mm. Et donc le sujet, il fait alors l'expérience d'un vécu qui est impensable pour lui, qu'il n'arrive pas à digérer, à métaboliser. Et en plus, si les personnes autour de lui sont dans la banalisation, il va même commencer à culpabiliser de ne pas arriver à surmonter son choc. Mm. Et d'ailleurs, le psychiatre Louis Kroc, qui a beaucoup travaillé sur le traumatisme, lui, il insiste sur le fait que le sentiment d'appartenance à un groupe, à un collectif, joue un rôle majeur dans la prévention et la guérison du trauma. Donc j'ai fait Et, tout ce... Oui. et Anne-Sophie, je suis en train de bouquiner dans un livre qui est très connu. Il fait 800 pages. Le Mm, livre noir de la psychanalyse. Et la rédactrice en chef, qui est d'ailleurs très connue comme psychiatre et psychologue, Catherine Meyer, elle commence le livre par cette expression. La France est, avec l'Argentine, le pays le plus freudien du monde. mm, Regarde quelle constatation. Qu'est-ce que tu en penses? mm. En tout cas, à l'époque où moi j'ai fait mes études, donc ça date un petit peu maintenant, c'est sûr que l'influence psychanalytique était encore très très forte en France. Aujourd'hui, vu que je suis pas complètement ancrée ici, j'aurais du mal à vraiment estimer, sachant aussi que moi, ma pratique, elle a beaucoup évolué davantage vers les thérapies du trauma. Euh, Même si à la base, j'ai eu une formation psychanalytique, mais voilà, j'ai pris de la distance aussi par rapport à cette formation, même si elle m'a appris beaucoup de choses et des choses qui peuvent encore être utiles. Mais en thérapie du trauma, il y a beaucoup d'autres approches qui m'inspirent. Louis, on a perdu ton image. En attendant que tu reviennes, je vais juste peut-être finir sur la question que tu me posais par rapport à la psychanalyse. Euh, je parlais du positionnement thérapeutique et donc j'ai fait un petit peu tout ce détour sur l'importance de la relation pour en fait mettre en avant à quel point cette dimension de présence soutenante, elle est essentielle et que donc le thérapeute dans la prise en charge des psychotraumas, il doit plus que quiconque incarner cette chaleur humaine en s'impliquant et donc en reconnaissant ce qui a été vécu, même si par exemple la personne le minimise, en s'engageant aussi pour dénoncer les abus s'il y en a eu et en faisant exister la gravité de ce qui a été vécu. Donc ça demande aussi une forme d'implication du thérapeute, qui va finalement prendre parti aussi pour faire entendre le caractère inacceptable parfois de certaines choses. Ça vient un petit peu remettre comme un peu un repère de réalité. Et parfois, le thérapeute peut même aller jusqu'à partager son émotion par rapport à ce que le sujet a vécu pour permettre par effet miroir à ce que la personne puisse se relier à ses propres ressentis qu'elle a parfois réprimés ou mis de côté pour se protéger. Voilà, donc finalement, la posture de neutralité, même bienveillante de la psychanalyse, elle peut venir répéter une forme de banalisation ou de sentiment d'abandon
surtout s'il y a eu des atteintes à la dignité qui appellent une réponse plus forte que la neutralité. Voilà, et la compassion du thérapeute, je crois, elle permet vraiment à la personne parfois euh, de voir, de considérer ce qu'elle a vécu et de développer finalement cette autocompassion qui est essentielle pour permettre une meilleure régulation émotionnelle et une meilleure régulation des émotions. Alors, je vois que Louis n'est pas revenu, mais je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat. Alors, en attendant qu'il soit là, je peux peut-être un petit peu regarder les questions. Alors je vais remonter peut-être. Alors, une fois, j'ai rencontré une psy et tout ce qu'elle a dit de ce point-là, j'ai compris qu'il faut jamais voir ou parler avec un psychologue ni psychiatre de tout ça, car personne ne veut comprendre ni ne veut aider. Euh, ok. Donc, ce que je comprends, c'est une expérience difficile avec un professionnel de la santé mentale. Alors, c'est vrai que tous les professionnels ne sont pas formés à l'accompagnement des psychotraumas. Euh, je dirais même que sûrement insuffisamment de professionnels sont formés. Et c'est vraiment une prise en charge très spécifique. Donc, si cette personne n'était pas sensibilisée à la question, elle a pu avoir une réaction très maladroite. C'est pour ça que je conseille vraiment, quand il y a des traces traumatiques, c'est de faire appel à des professionnels qui sont vraiment formés. N'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros et à poser des questions, si vous le souhaitez. Alors, il y a une autre question dans le chat. Comment gérer une situation où des personnes que l'on côtoie ont vécu beaucoup de traumatismes et refusent d'en parler ou ne semblent pas se rendre compte de ce qu'elles ont vécu? Euh, Oui, Est-ce que là, finalement, on arrive, et excuse-nous, pour, ça arrive au Liban avec les... pas de souci. Du coup, j'étais un petit peu en train de répondre aux questions qui étaient dans le chat en attendant. Ok, c'est bien. On parlait du trauma et de la psychanalyse, je crois, c'est bon pour la psychanalyse. Maintenant, revenons à nos moutons, comme on dit, Mm. revenons à notre sujet essentiel, le corps du sujet. En définissant le trauma, Anne-Sophie, toi tu dis, différents types d'événements peuvent faire trauma, selon que notre système nerveux soit en mesure ou pas de les intégrer. Ma question, normalement, on associe les traumas aux événements de guerre et de violence. Là, tu vas plus loin, me semble-t-il. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à associer le trauma avec un événement spectaculaire de violence. Alors ça peut être le cas, mais pas toujours. Et il y a des nuances parce qu'en fait, il existe plusieurs types de traumas. On a d'un côté ce qu'on appelle les traumas de type 1. Donc ce sont des réactions du système nerveux à un événement unique, souvent qui est un événement aigu. Par exemple, un accident de voiture, un bombardement. On est là face à un événement qui est ciblé dans le temps. Et de l'autre côté, on a la grande famille des traumas de type 2, qui sont les réactions du système nerveux à des expériences adverses répétées et prolongées. Donc là, c'est pas un événement unique, c'est quelque chose qui s'est répété sur la durée à de nombreuses reprises. On pourrait prendre par exemple le cas des violences conjugales. Donc, je vais peut-être un petit peu préciser ces deux grands types de trauma pour répondre à la question, pour voir qu'en fait, finalement, ben, le trauma, c'est pas juste voilà, ces grands événements spectaculaires, mais ça, en fait, ça recouvre beaucoup d'autres réalités.
Les traumas de type 1, donc comme j'ai dit, ça fait référence à cet événement unique qui est assez déstabilisant pour venir ébranler une personne. Et dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique qu'on utilise en psychiatrie, on définit que le trouble de stress post-traumatique, il fait référence au fait d'avoir été exposé à la mort ou sa menace, aux blessures graves ou leur menace, à la violence sexuelle ou sa menace, euh, de 4 façons différentes, soit d'y avoir été directement exposé, soit avoir été témoin, soit avoir appris que c'était arrivé à l'un de ses proches, ou bien avoir été exposé de façon répétée à des détails d'événements traumatiques. Donc, ce qui arrive aux professionnels qui sont tout le temps, je dirais, exposés à entendre ou à être face à des personnes traumatisées. Donc, cette définition, en fait, elle est vraiment intéressante parce que ce qu'elle nous indique, c'est qu'on peut être traumatisé même si on n'a pas vécu l'événement directement. Si j'ai été témoin de l'événement, je peux déjà développer un trauma. Ça, c'est une chose à garder à l'esprit parce que très souvent, on va justement banaliser le vécu des témoins. Bah, toi, t'as pas été touché, c'est pas si grave, toi, tu t'en es sorti. Alors qu'en fait, le témoin peut aussi être traumatisé. Un autre point auquel vous avez peut-être été sensible, c'est la question de menace. C'est avoir été exposé à la mort ou sa menace, aux blessures ou leur menace, à la violence sexuelle ou leur menace. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, je dirais que ça ait été jusqu'au pire du pire. Le fait qu'il y ait déjà eu la menace que ça arrive est déjà suffisant pour déclencher un psychotrauma. Donc par exemple, si on a vécu une agression et qu'on n'a pas été violé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas développer de psychotrauma. Parce que ne serait-ce déjà que la possibilité de faire l'expérience, que cette possibilité puisse se réaliser, ça va déjà avoir un impact en profondeur, même si la personne s'en sort indemne. Donc voilà, ce que les neurosciences du trauma, elles nous montrent, c'est que plus que l'événement extérieur, ce qui compte, c'est l'expérience subjective que va vivre la personne. Et ça, c'est vraiment Concernant important. Mm. le trauma, Anne-Sophie, on en parle beaucoup actuellement et depuis une vingtaine d'années, alors que ce n'était pas le cas avant. Pourquoi? Je pense que, alors, je pense que ça a été de plus en plus théorisé ces dernières années. Après, malgré tout, Janet en avait déjà parlé, Pierre Janet en avait déjà parlé il y a très longtemps, mais ces travaux n'avaient eu aucun retentissement, enfin, très peu de retentissement. Donc, on peut se Hmm. poser la question, est-ce que la société à l'époque était prête à regarder ça en face? Et c'est justement la redécouverte des travaux de Janet qui a amené aussi tout ce courant actuel de neurosciences. Enfin, c'est les travaux de Janet et les neurosciences. Parce qu'en fait, les Hmm. neurosciences nous ont permis finalement de valider des choses au niveau de la neurobiologie aussi. On va en parler de Jeannie, mais juste une question intercalaire, disons. Tu as parlé d'être témoin à un trauma. Et par contre, ça m'a fait penser les cinémas et films. Il n'y a que des films, une grande partie des films, ce sont des films de violence. Donc, Ouais. être déjà témoin au moins à la télé ou bien dans le ciné, est-ce que Mm. ça affecte notre psychisme? Alors, j'ai jamais lu d'études sur ce sujet, mais personnellement, je pense que c'est pas anodin, effectivement, parce qu'on sait qu'avec les neurones miroirs, en fait, ce qu'on voit à l'extérieur active les mêmes zones cérébrales que si on le vivait soi-même. Donc, je pense que d'être exposé à des images de violence, même dans des films, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et d'ailleurs, le fait d'être exposé avec les médias à la violence, à la barbarie qui peut se passer dans le monde,
ça nous expose aussi finalement à des risques de traumatisation en étant témoin des atrocités qui peuvent se passer, même à l'autre bout du monde. Donc, tu déconseilles de voir des films de violence ou bien même de voir les nouvelles à la télé et les infos là où il y a beaucoup de violence? Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, mais en tout cas, peut-être avoir conscience que quand on s'expose à ce type d'image, ça a un effet. C'est pas quelque chose qui est anodin. Hmm. Mm. Continuons dans Et le même contexte, Anne-Sophie. Toi, tu distingues trois phases dans la prise en charge des psychotraumas. Tu parles, première phase, stabilisation, deuxième phase, retraitement, troisième phase, intégration. En quoi consiste chacune de ces phases? oui, alors ça fait référence au modèle qu'on appelle le modèle par phase, qui est souvent à la base en thérapie du trauma, et qui vient de Pierre Janet, justement. Et donc, ces trois étapes, elles sont vraiment importantes parce que la première phase, qui est celle de la stabilisation, elle va permettre de ramener de la sécurité dans le présent, c'est-à-dire d'aider la personne à renforcer ses ressources, à consolider sa situation dans la réalité du moment pour pouvoir, dans un second temps, dans la deuxième phase de retraitement, pouvoir, comme on l'a dit au début, se revenir sur les souvenirs traumatiques sans être suractivé, sans risquer une retraumatisation. Donc souvent, cette phase de stabilisation, ça peut même être la phase, je dirais, la plus longue, parce que c'est essentiel que la personne, elle puisse retrouver une forme de régulation émotionnelle, qui peut passer par des exercices d'ancrage, des techniques de respiration, des exercices d'hypnose, des pratiques corporelles comme le yoga, le qigong, des pratiques de relaxation, euh, des, de la psychopédagogie aussi pour comprendre ce qui se passe. Avec les enfants, ça peut être du jeu, du lancer de peluches. Voilà, tout ce qui va permettre finalement de venir apaiser le système nerveux. Et une fois qu'on sent qu'il y a suffisamment de régulation, on peut passer à la deuxième phase de traitement des souvenirs traumatiques, qui sont finalement des mini-confrontations contrôlées avec le souvenir cible. Euh, Comme on l'a vu avec la théorie de la reconsolidation mnésique, quand il y a plus de pacification émotionnelle, si le souvenir est réactivé, il va pouvoir être réencodé avec cet état de calme. Donc c'est ça notre intention finalement dans le retraitement. Et, euh, et donc là, on va utiliser des outils qui peuvent être les stimulations bilatérales alternées en hypnose, pardon, en EMDR. On a aussi des outils en hypnose comme les scénarios réparateurs. On peut aussi utiliser l'EFT. Tout ce qui va, enfin, toutes ces techniques qui vont pouvoir venir transformer la charge émotionnelle du souvenir. Pas le souvenir lui-même, mais sa charge émotionnelle. Hmm. Et donc, la troisième phase, eh ben, c'est quand on a, je dirais, transformé les souvenirs qui étaient les plus, je veux dire, les plus forts, enfin, les plus empreints du trauma. Euh, il y a cette phase de réintégration, d'intégration, qui est un petit peu la phase de croissance post-traumatique où la personne se réapproprie son pouvoir personnel. Elle peut réaligner ses choix de vie avec ses valeurs et puis intégrer tous les changements et les apprentissages qui se sont faits aussi à travers cette libération traumatique. En s'arrêtant spécialement sur la question des souvenirs, toi tu dis et tu conseilles souvent de ne pas revenir vers les souvenirs traumatiques tant qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité. Là, je te cite. Pourquoi? Alors déjà, donc pour éviter la retraumatisation et aussi parce que ça risque de venir renforcer la dissociation.
Et donc ça, c'est vraiment important d'en dire quelques mots parce que ce phénomène de dissociation, il est très présent dans les traumas. Quand une personne vit une situation qui dépasse ses capacités, il y a un mécanisme de survie physiologique qui se déclenche de déconnexion au corps. Donc c'est la dissociation qui permet de supporter l'événement en étant un petit peu comme anesthésié, en étant un petit peu comme à l'extérieur de son corps. Et, et donc, si mon système nerveux, il a appris à activer ce mécanisme parce que j'ai vécu des traumatismes, ben en fait, il va continuer à avoir recours, même inconsciemment, dans la vie quotidienne, à cette stratégie dissociative, ce qui va certes me protéger de ressentis douloureux, mais au prix d'être coupé de soi. Et quand il y a des choses, des stimuli qui vont venir réactiver des choses qui sont proches du trauma, la personne, elle risque de se redissocier très rapidement parce que son système, il a intégré ce mécanisme de défense pour se protéger. Et ce que j'explique là, c'est vraiment une réalité neurobiologique, c'est pas juste des vues de l'esprit. Euh, je peux vous en dire un petit peu plus au niveau neurobiologique. En fait, quand le système nerveux est face à une situation de stress et qu'il évalue qu'il ne peut ni combattre ni fuir, ce qu'on appelle le fight and flight, il va opter pour une troisième voie qui est la sidération, c'est le freeze. Et c'est un mécanisme archaïque qu'on retrouve, hein, qu'on a en commun avec les animaux. Face à un prédateur qui est trop puissant et trop rapide, eh ben, les animaux, ils vont faire le mort, c'est-à-dire qu'ils vont se figer pour ne pas attirer l'attention. Et en fait, on a ce mécanisme présent en nous. Donc, au niveau cérébral, ce qui se passe, c'est quand il y a ce stimuli de danger qui s'active, on a notre amygdale qui s'active fortement et qui va entraîner une libération d'adrénaline et de cortisol, qui sont des hormones de stress qui sont là pour nous aider à combattre ou fuir. Donc, si on peut combattre ou fuir, je dirais, l'issue est différente, mais si notre système nerveux, il évalue que le combat ou la fuite ne sont pas, enfin, ne sont pas suffisants, euh, eh bien là, il va y avoir une libération de neurotransmetteurs qu'on appelle morphine-like et kétamine-like, qui vont entraîner le figement et la dissociation. Donc cette dissociation, c'est vraiment un mécanisme neurobiologique. Et en fait, elle va avoir un effet très important sur la mémoire traumatique parce que sous cet effet-là, l'hippocampe, donc au niveau du cerveau, qui est responsable de la mémoire, va se désactiver et le cortex préfrontal, qui est responsable de la pensée rationnelle, il va aussi se couper partiellement. Donc ça explique que l'expérience, elle va pas être enregistrée normalement dans la mémoire. Elle va être encodée sous forme de fragments éparpillés, de sensations, d'images, d'odeurs, plutôt que sous la forme d'un souvenir, d'une histoire cohérente, qui va être intégrée dans la biographie du sujet. Et donc ça explique les amnésies traumatiques. Pourquoi est-ce que parfois on peut avoir une amnésie sur un trauma? Parce qu'en fait, cet encodage dans la mémoire n'a pas pu se faire correctement. Et puis aussi, ça explique pourquoi parfois des stimuli banals comme un son, un bruit, peut réactiver une énorme angoisse. Parce qu'en fait, bah, ce souvenir, enfin, ce stimuli, il va venir réactiver cette mémoire traumatique fragmentée qui va réactiver, replonger la personne dans l'état émotionnel d'origine au moment du trauma sans qu'elle comprenne quoi que ce soit. Donc ça peut être effectivement très perturbant puisqu'elle ne comprend pas pourquoi elle est tout à coup suractivée. Anne-Sophie, quand tu parles que le sujet devient un petit peu à l'extérieur de son corps, qu'est-ce que ça veut dire précisément à l'extérieur de son corps? Un C'est voyage un... astral, par exemple? Non, 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 c'est un ressenti. Je ne suis pas en train de dire qu'il sort de son corps au sens strict. C'est, en fait, c'est cette,
ce phénomène, quand il y a cette libération de morphine, des neurotransmetteurs morphine-like et kétamine-like, ça donne une sensation d'être coupé de soi, de couper de son corps. En fait, l'organisme est bien fait. Comme le système nerveux a évalué que ni la fuite ni le combat n'étaient efficaces, en fait, le système nerveux prépare, entre guillemets, le corps à au pire. Et donc, c'est pour ça que le corps a besoin finalement d'être plus ou moins anesthésié, au cas où il y ait, si on reste sur la métaphore, enfin, c'est pas la métaphore, mais la situation des animaux, bah, si un animal fait le mort, s'il n'a pas d'autre solution, c'est sûr que s'il y a cette libération de neurotransmetteurs qui permet de moins souffrir, c'est utile. Hmm. Revenons un petit peu au fameux psychiatre, psychologue français Pierre Janet dont tu as cité, et tu viens de citer. Ce psychologue et médecin français qui a été éclipsé, soi-disant, par Freud. Pourquoi on en parle aujourd'hui et qu'est-ce qu'on redécouvre dans ses écrits? Alors oui, je pense qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à son époque. Mais finalement, aujourd'hui, les neurosciences, elles viennent confirmer nombre de ses intuitions cliniques. Il avait déjà décrit bien avant l'heure le trouble de stress post-traumatique, la dissociation et même les états du moi, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans l'approche IFS, Internal Family System. Donc c'était vraiment une clinique d'avant-garde qui intégrait déjà le corps. Et bah voilà, la question, comme je disais, c'est est-ce que la société de son époque était prête euh, à, à s'ouvrir à ces théories, sachant que si on met ça en perspective avec le succès de Freud, dont il était contemporain, on peut se questionner sur peut-être des enjeux même plus idéologiques que cliniques, parce que finalement, on pourrait reprocher à la psychanalyse freudienne d'avoir manqué le virage pour reconnaître sans compromis euh, bah, la consternante banalité des violences sexuelles sur mineurs, puisque c'est ce que Freud a observé. Euh, il a observé que beaucoup d'adultes qui venaient en thérapie évoquaient des agressions sexuelles dans leur enfance, mais plutôt que de valider ça comme une donnée possible de réalité, il a relié cette grande quantité d'antécédents d'agressions sexuelles précoces à des fantasmes de l'enfance, ce qui a donné lieu à la théorie de la sexualité infantile. Donc, sans remettre en question toute cette théorie, on aurait pu accorder du crédit aux réminiscences de ces personnes. Et le fait qu'il y ait eu le parti pris de tout mettre sur le dos du fantasme, et de la sexualité infantile, finalement, ça a probablement contribué à ce qu'à ce jour, il y ait encore une grande méfiance sur la parole des enfants, ce qui a protégé le camp des agresseurs. Donc, on peut se demander dans quelle mesure l'abandon de l'hypnose par Freud et le choix de la théorie de la sexualité infantile n'a pas été une tentative plus ou moins inconsciente de défendre une société patriarcale abusive qui normalisait ou du moins qui fermait les yeux sur l'exploitation du corps de l'enfant. Alors qu'à la même époque, Pierre Janet développait des théories qui encourageaient au contraire à prendre en compte la réalité des psychotraumas et la place du corps et de la dissociation. Quel contraste et paradoxe. Janet, médecin et psychologue français, Freud, qui est médecin, mais autrichien, juif, et voilà actuellement, comme l'a dit déjà dans ce livre, la France qui continue à être le pays le plus freudien tout en oubliant en quelque sorte Janet qui était un Français, un médecin de Mhm. la France. Oui, Qu'est-ce que tu peux en... mais peut-être que la tendance s'inverse. Je ne sais pas, en tout cas, je l'espère. On a maintenant un institut Pierre Janet en France, donc je me dis que finalement, de plus en plus, aussi avec les neurosciences qui viennent valider ces intuitions cliniques, finalement, sa théorie
prend plus de poids aujourd'hui. Et je pense qu'il y a On aussi, comprend autrement actuellement ou bien il n'était pas assez bien compris à son époque. il n'était pas assez bien compris, je pense. Mhm. Ou bien la société n'était pas prête peut-être à avoir cette remise La en France question. qui a accueilli et applaudi Freud alors qu'elle a en quelque sorte abandonné ou euh, s'est désintéressée à Janet, enfin à l'époque. C'est bizarre. Bref, revenons au trauma. Toi, tu dis, euh, Anne-Sophie, les pensées agressives peuvent être des conséquences de situations de violence subies. Fin de citation. Donc, ma question, que faire vis-à-vis de cette contamination de la violence? Oui, alors les pensées agressives peuvent être des conséquences des traumas, pas toujours, mais ça peut être le cas, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, dans le traumatisme, il peut y avoir ce qu'on appelle une contamination de l'agresseur. On appelle ça aussi une imprégnation traumatique. Et ça désigne en fait le phénomène par lequel la personne se retrouve envahie, imprégnée par des impulsions, des pensées, des comportements de son agresseur. Ce qui peut être source d'une grande culpabilité. Par exemple, des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles dans l'enfance peuvent avoir des images intrusives de viol sur enfant, ce qui peut les mettre dans une terrible angoisse de se vivre, par exemple, comme un pédocriminel, de se demander pourquoi elles ont des images ainsi, voire jusqu'à aller développer, par exemple, la phobie d'impulsion de passer à l'acte sur un enfant. Et donc, c'est source d'une grande douleur morale. Et c'est souvent libérateur pour ces personnes de comprendre ce mécanisme de contamination qui fait que c'est comme s'il y avait une part de l'agresseur qui était introjectée dans la psyché de la personne. Euh, Anna Freud, elle avait déjà parlé de ça, elle avait déjà parlé de l'identification à l'agresseur, le fait d'intégrer certains traits comme mécanisme de survie face à l'impuissance, comme une manière de chercher à retrouver une forme de contrôle. Et là, on va un petit peu au-delà de l'identification, parce que là, c'est vraiment comme s'il y avait une part de l'agresseur, finalement, qui venait coloniser la psyché. Et, et la violence, le mépris, certaines caractéristiques de l'agresseur peuvent être intériorisées comme une part de soi-même. Et ça peut même se jouer au niveau corporel comme une forme d'incorporation, c'est-à-dire avoir l'impression vraiment qu'il y a une part de l'autre dans son propre corps. Mhm. En IFS, on appelle ça, ça a été aussi étudié, on appelle ça attached burdens euh, ou foreign energies, des énergies étrangères. Et on retrouve ce phénomène surtout chez les jeunes enfants, puisque leur psyché était encore très, je dirais, perméable au moment du trauma. Mais on le retrouve aussi dans les cas de violences extrêmes qui ont été perpétuées par des autres êtres humains, dans les cas de torture, kidnapping, emprisonnement, et aussi dans les situations d'emprise euh, ou dans voilà, les questions de secte, enfin, la question de l'emprise en général. Donc Mhm. concrètement, la personne, ce qu'elle va ressentir, c'est avoir des images euh, irruptives ou des émotions ou des impulsions à l'action qu'elle vit comme étrangères à soi et souvent qui la terrorisent parce que c'est pas du tout en accord avec ses valeurs ou avec, avec ce qu'elle est. Donc ça entraîne beaucoup d'anxiété. Ça peut aussi entraîner une forme d'hyper-contrôle parce que du coup, la personne essaye de contrôler ses irruptions, mais ces irruptions, de toute façon, elles viennent du trauma. Donc tant que le trauma n'est pas retravaillé, ces pensées irruptives, elles vont continuer. Et puis surtout, ça peut vraiment abîmer l'estime de soi puisque la personne, elle peut se vivre comme étant mauvaise, voire même dangereuse. Et ça va renforcer la dissociation et la haine de soi-même, la culpabilité.
Donc, dans une démarche thérapeutique, on va chercher à repérer l'imprégnation, donc du discours, des gestes, du jugement, l'imprégnation de l'agresseur, pour nommer et externaliser ce qui appartient à l'agresseur et restaurer les frontières du soi pour que la personne, elle retrouve son pouvoir d'agir et puis surtout une image de soi fonctionnelle. Mhm. Anne-Sophie, tu cites le sage français Arnaud Desjardins, qui est mort en 2011, qui dit, sont les plus hautes. La question, qu'est-ce que cela veut dire? Plonger dans l'enfer là où les flammes sont les plus hautes. Hmm, Euh, Alors, pour moi, donc dans mon interprétation personnelle, ce que j'entends, c'est faire l'expérience pleine et consentie euh, de vivre ce qui est le plus difficile. Bon, l'enfer, il peut prendre bien des visages, hein, selon nos histoires. Pour moi, en fait, ce que ça veut dire, c'est ne pas se cacher de notre souffrance ou de nos ombres. hmm, Et on peut mettre ça en lien avec le concept d'ombre de Jung. Euh, pour Jung, l'ombre, c'est donc tous ces contenus qu'on a refoulés au cours de notre histoire ou qu'on n'a pas pu reconnaître parce qu'ils sont jugés comme négatifs ou qui sont incompatibles avec notre image ou nos valeurs. Donc ça peut être des pulsions agressives, nos fragilités ou nos faiblesses, des désirs qui sont inavouables ou des émotions, des tendances qu'on a repoussées parce qu'elles n'étaient pas acceptables par notre environnement, l'environnement dans lequel on a grandi. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir réintégrer l'ombre, donc c'est-à-dire reconnaître ces parts comme faisant partie de nous. Sinon, le risque, c'est de les projeter sur autrui et sur l'extérieur. Ce qu'on a tendance à faire quand on n'a pas reconnu et réintégré son ombre. Et donc, ce travail, je pense qu'il peut vraiment ressembler à plonger dans l'enfer, là où notre ombre est la plus sombre, pour le coup. Euh, et ça résonne aussi avec cette phrase de Jung qui dit ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. ah bon? Mhm, Et c'est souvent complété par mais ce travail est désagréable, donc impopulaire. ouais. Donc, je pense qu'en fait, c'est un cheminement qui est complémentaire à la décontamination de l'agresseur que j'ai évoqué juste avant, Hmm, parce que dans le travail précédent, là, il s'agit de reconnaître des empreintes psychiques qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'agresseur, tandis que dans le travail de l'ombre, il s'agit de reconnaître ce qui est à soi, c'est-à-dire les choses qu'on n'aime pas, mais qui viennent de l'intérieur de nous. Et ça demande plus d'humilité, plus de courage aussi. Il y a un très bon livre de Jean Montbourquette qui s'appelle Apprivoiser son ombre, qui est très accessible, qui traite de ce thème d'une manière... Apprivoiser son ombre? voilà, Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Ok. Et donc l'enjeu, euh, avec ces deux démarches, je dirais, c'est rendre ce qui est étranger, quand on est au niveau de la décontamination de l'agresseur, et accueillir ce qui est refoulé, quand on se situe au niveau du travail avec l'ombre. Et, euh, et donc ça demande de passer de manière délibérée par une épreuve du feu. C'est pour ça que j'aimais bien cette phrase d'Arnaud Desjardins. Et le feu, soit dit en passant, c'est un grand transmutateur. Ouais. Ça permet de transformer les expériences. Et le processus jungien d'intégration de l'ombre, bah, en fait, il nous invite à cette intégration des contraires, d'intégrer notre ombre et notre lumière. Et, euh, et puis, je sais que vu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui suivent les enseignements de Jacques, je trouve que c'est intéressant de faire aussi le lien avec l'approche de la non-dualité, de l'Advaita Vedanta,
Parce qu'en fait, l'Advaita Vedanta, lui, va nous inviter à dépasser l'opposition elle-même. Mhm. C'est-à-dire, la première étape, c'est cette intégration des contraires, de notre ombre et notre lumière en même temps. Mais si après on se situe au niveau de la non-dualité, c'est dépasser l'opposition elle-même, de voir que la division n'a jamais réellement existé, puisqu'au niveau absolu, la séparation entre les opposés est une illusion. Ok. On va continuer du moment que Dr. Jacques nous a posé un lapin. Donc, les 10 minutes qu'on devait lui accorder, bah, vous les aurez vous-même à répondre à quelques Oui, questions. Donc, on aura entre 10 et 15 minutes pour finir cet entretien. Après, on aura 5 minutes de pause les gens, pour que les gens puissent se reposer pour reprendre une méditation guidée par Anne-Sophie Cook. Je oui. continue donc en vous questionnant, Je crois Anne-Sophie. qu'il y a une Vous question conseillez... de Béatrice. Ah, Je voulais juste vous informer, j'ai reçu un message WhatsApp. Donc Jacques est assez fatigué, ils sont quatre dans une même chambre. ok, Et ok, donc, de toute façon, c'est ce qu'on va faire. voilà, on comprend. Donc, revenons à nos questions, Anne-Sophie, pendant une dizaine de minutes avant de prendre une pause. Vous conseillez aussi laisser s'exprimer les émotions qui peuvent se manifester, tristesse, colère, peur, etc., sans chercher à les étouffer ou les diminuer. Vous avez le droit de les ressentir, même si vous ne comprenez pas très bien pourquoi. Fin de citation. Ma question, s'agit-il d'un droit ou plutôt d'une obligation de ressentir les émotions? Souvent, ce sont elles qui s'imposent. Oui. Oui, c'est une indication que je donne dans un document que j'ai élaboré de conseils pour faire face à un choc dans ses suites immédiates. Mais finalement, c'est un conseil qui est vrai, je dirais, de manière plus large, je crois, parce que c'est une invitation finalement à la conscience émotionnelle. Euh, Laisser s'exprimer les émotions, j'ai envie de préciser, ça ne veut pas dire les agir de manière comportementale. Donc, quand je dis laisser s'exprimer en vous les émotions, ça ne veut pas dire si je ressens de la colère que je dois me mettre à tout casser, à hurler. Je parle vraiment de laisser se déployer à l'intérieur de soi l'émotion, s'autoriser au-dedans à ressentir pleinement cette émotion, sans évitement, sans censure. Et il n'y a pas d'obligation à les ressentir, sinon on basculerait dans une tyrannie des émotions, dans une nouvelle forme de dictature. Et de toute façon, on ne peut pas obliger quelqu'un à ressentir son émotion. C'est un travail d'ouverture intérieure qui prend du temps et nous avons tous des mécanismes de défense qui nous protègent justement de ressentir profondément ce qui est en nous. Donc, c'est pas une obligation, c'est une invitation dans la mesure de nos possibilités, surtout lorsqu'on souhaite cheminer vers une plus grande régulation émotionnelle et santé globale. Donc, et puis c'est aussi important d'avoir en tête qu'en fait, réprimer les émotions, de toute façon, ce sera une solution bancale, parce que les émotions, elles ont une fonction dans notre système. Euh, elles sont pas là pour rien. Elles sont porteuses d'un message. Donc, si je refoule ou je réprime mes émotions, au bout d'un moment, ça va avoir des effets collatéraux. Et je peux peut-être expliquer ça à travers une métaphore. Euh, les émotions, on pourrait dire que c'est un petit peu comme les voyants lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Lorsqu'ils s'allument, si j'essaye de coller des gommettes dessus pour plus les voir, je vais peut-être être tranquille pendant un petit temps, mais quel est le risque? Mhm. Un Le accident. risque, voilà, le risque, c'est au final d'avoir des dégâts bien plus importants que si je m'étais arrêtée dès que le voyant s'allume. Parce qu'en fait, le voyant lumineux, c'est pas le problème. Le voyant lumineux, c'est juste un signal d'alarme qui vient nous indiquer qu'il y a quelque chose de plus profond dans le moteur.
Mais le voyant lumineux en lui-même, euh, il est, il est inoffensif. Et l'émotion, c'est la même chose. L'émotion, c'est seulement le signal d'alarme qui vient nous indiquer qu'à l'intérieur de nous, au niveau de nos besoins, il y a quelque chose qui attire notre attention, qui a besoin de notre attention. Et si je me prive du signal d'alarme, si je me prive du message de l'émotion, ben finalement, je vais m'exposer à des dégâts bien plus graves. Et en termes humains, on peut parler de problèmes de santé physique ou d'addiction ou d'autres d'autres comportements. Donc, euh, donc, à travers cette phrase, il ne s'agit pas pour moi d'encourager à vouer un culte aux émotions, bien au contraire, parce que sinon ça nous entraînerait dans un nouvel esclavage. Mais il s'agit vraiment d'observer profondément en pleine conscience ces émotions dans leur réalité, ce qui, je pense, est la meilleure manière finalement de les remettre à leur juste place. Mhm. Et c'est le pont qu'on peut faire aussi vers la psychologie spirituelle, parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de pacifier la vie émotionnelle, mais il y a cet intérêt supérieur d'éveiller à un soi plus vaste au-delà de l'ego. OK. Avant-dernière question, Anne-Sophie. Tu dis, toujours je te cite, en hypnose, j'apprécie particulièrement les scénarios réparateurs, par exemple revenir de manière sécure dans le souvenir traumatique et réélaborer le scénario. Fin de citation. Ma question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce que tu viens de dire? Alors, les scénarios réparateurs sont des outils issus de l'hypnose, qu'on appelle aussi les changements de scénario ou les réécritures symboliques. Et ils ont été beaucoup développés par Evelyn Joss, par qui j'ai été formée, qui s'inspirait des travaux de Pierre Janet, pour ne pas le citer encore une fois. Mhm. Et donc, dans cette technique, en fait, le thérapeute amène le patient à retourner dans la situation traumatique, donc après la phase de stabilisation, hein, bien sûr. Et il va accompagner la personne à identifier ce qui a manqué au pire moment, pour ensuite proposer une transformation de la scène traumatique. Donc pourquoi faire ça? Je reviens sur, vous vous souvenez, la théorie de la reconsolidation amnésique. Si on fait ça, c'est parce qu'on sait que si on réactive le souvenir et que lorsque le souvenir est remémoré, on active des nouvelles ressources qui n'étaient pas présentes dans la situation initiale et qu'on active la régulation émotionnelle, on va pouvoir réencoder le souvenir traumatique d'une autre manière et on l'espère d'une manière plus sereine. Donc c'est pour ça qu'on cherche à venir modifier le souvenir en amenant les ressources qui n'étaient pas présentes lors de la scène originelle. Donc je vais vous donner un exemple parce que ça peut paraître un peu abstrait. Si on prend le cas, par exemple, euh, d'une personne qui a été victime de violences sexuelles. Euh, donc, on va être attentif à ce que le nouveau scénario qu'on va venir apporter en hypnose euh, présente 4 niveaux de réparation. Donc, à un premier niveau, le premier niveau, il va être centré sur la survie, sur la protection et la préservation du danger. Donc, par exemple, pour cette personne, le premier scénario, ça pourrait être faire intervenir dans le trauma un policier, un voisin, qui vient s'opposer à l'agresseur pour mettre l'enfant en sécurité. Ça pourrait être un premier niveau de réparation. Un deuxième niveau, ça va être de sortir du figement, de la sidération, pour retrouver du contrôle. Donc là, on pourrait par exemple amener la personne à faire l'expérience qu'il y a euh, un- une personne ou un animal ou un objet magique
qui peut l'aider à s'enfuir ou à se défendre. On fait vraiment appel aux ressources de l'imaginaire. Donc, par exemple, une cape magique qui rend invincible ou un bouclier qui peut empêcher toute atteinte. Et d'autant plus si ce sont des traumatismes arrivés dans l'enfance, on va vraiment utiliser des images qui parlent à l'enfant. Parce que la part qui est traumatisée, c'est une part qui est très jeune. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à utiliser voilà, des choses comme des capes magiques, des potions magiques qui rendent invincibles, ou dans le scénario réparateur, on va pouvoir faire cette expérience de sortir de la sidération, de l'immobilisation. Un troisième niveau de réparation, ça va être ensuite celui d'amener un soutien émotionnel et affectif. Donc là, le scénario, ça pourrait être de faire intervenir en hypnose la maman de l'enfant qui vient réconforter son petit, le rassurer, lui dire que c'est pas de sa faute, euh, voilà, venir vraiment le consoler. Et on va le faire surtout si ça n'a pas eu lieu dans la réalité. Euh, Parce que souvent, ce qui manque le plus dans les traumatismes dans l'enfance, c'est qu'il y a eu personne autour qui vienne, je dirais, reconnaître et apaiser après le trauma. Et à un quatrième niveau qui est plus facultatif, on peut amener de la compréhension, enfin, du cognitif. Et là, ça peut passer par le fait de faire rentrer dans la scène traumatique l'adulte qu'on est aujourd'hui, qui va venir expliquer au petit enfant ce qui s'est passé, lui donner des explications et lui expliquer qu'il va s'en sortir et qu'il va dépasser cette situation et il va devenir un adulte extraordinaire et voilà, donc venir donner du sens. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de permettre la transformation du scénario en introjectant les ressources qui ont manqué euh, au moment du trauma, les ressources d'adultes, mais aussi tous les apprentissages qu'on aura fait pendant la phase de stabilisation. Et, et oui, c'est important de mentionner que ça va changer la charge émotionnelle, donc la charge traumatique, mais ça va pas changer le souvenir lui-même, c'est-à-dire la personne, elle va toujours se rappeler de ce qui lui est vraiment arrivé. Donc ce qu'on cherche à modifier, c'est pas le souvenir qu'elle a objectivement du traumatisme, mais c'est la teneur émotionnelle qui est associée, parce que c'est elle qui est traumatogène. Et, euh, et donc, oui, Vas-y, vas-y, vas-y. ça va permettre, je ne sais pas si on a encore du temps, parce qu'il y aurait encore des choses à dire sur Oui, une minute avant. une Euh, minute. D'accord. euh, Euh, Anne-Sophie, avant mhm. de poser ma question finale, deux questions intercalaires et suscitées par ta réponse d'ailleurs. Quand on parle de l'hypnose, on pense toujours à un être manipulé par l'hypnotiseur. On pense au cirque, etc., comment ces gens qui sont hypnotisés perdent leur volonté. Et jusqu'à quel point maintenant tu es en train de changer, ou bien la science actuelle change cette figure de ce schéma traditionnel de l'hypnose. Mm. Oui, parce qu'en fait, il y a des amalgames avec l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est sûrement celle que tu évoques, où on voit de la manipulation, des choses assez impressionnantes. Évidemment, en hypnose thérapeutique, on ne travaille pas du tout comme ça et on a un cadre déontologique très, très précis. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est un état de conscience non ordinaire, mais qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'on est tous, au cours de notre journée, parfois dans cet état de transe finalement légère. C'est un état qui est tout à fait naturel. Simplement, en hypnose thérapeutique, on va venir amplifier cet état-là. C'est un état d'attention focalisée. Euh, et donc, à tout moment, pendant la séance d'hypnose, la personne reste complètement maître d'elle-même. Et d'ailleurs, là, par rapport à la technique du scénario réparateur, ce que je vous ai évoqué à travers ces différents scénarios, c'est à chaque fois des propositions qui sont faites à la personne en hypnose. On va jamais lui imposer, on va lui proposer ça. Mais parfois, je dirais, il n'y a même pas besoin de proposer parce que la personne
elle va elle-même être, je dirais, active, créative dans le processus et elle va faire d'elle-même. Mais si jamais ça ne vient pas, on peut proposer ces scénarios réparateurs et, euh, et la personne prend ou ne prend pas. À aucun moment on va venir pousser. Au contraire, d'autant plus dans l'approche des traumas, ce qui est extrêmement important, c'est le respect du libre arbitre. Donc ça, c'est, je dirais, c'est presque la règle d'or de, non pas de devancer la personne, mais de la suivre. Et donc le thérapeute, il a vraiment cette fonction d'être à côté, d'accompagner et certainement pas de diriger, sinon ça serait une répétition traumatique, parce que dans le trauma, c'est souvent ça qui a été vécu, c'est le fait d'être dirigé, de ne pas être respecté. Deuxième question intercalaire avant la question de conclusion et finale. Tu, pas tu répètes, mais déjà tu recites Janet encore et encore. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on j'ai lu quelquefois dans les littératures de psychologie et psychothérapie de Janet contre Freud? Jusqu'à quel point cette expression peut-elle être vraie? Euh, je ne sais pas trop. Euh, Mais je l'ai lu plusieurs fois, comme quoi Janet, à l'époque de Freud, c'était l'anti-Freud, et enfin, hmm, c'est Freud qui a pris le relais, et comme si jamais Janet, actuellement, on le hmm, repense, on le comprend de nouveau autrement, comme hmm, si hmm. lui-même revient à éclipser Freud. Oui, je pense que à l'époque, il y avait une rivalité qui existait entre les deux. Enfin, de ce que j'en ai lu, je crois qu'il y avait une certaine rivalité. Euh, Après, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre qu'il faille les opposer. Je pense qu'on peut prendre le meilleur de chaque et surtout lâcher le moins bon de certaines théories. Même, Euh, tu viens de citer Carl Gustav Jung, qui a eu pas uniquement des problèmes, mais il s'est opposé en quelque sorte, malgré qu'au mm, début il était un des Freudiens, il s'est opposé à Freud. mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, voilà, moi je pense que, euh, en tout cas, moi personnellement, le regret que j'ai par rapport à la psychanalyse freudienne, c'est ce virage où il y avait cette porte d'entrée pour qu'il y ait une reconnaissance de l'effroyable importance des situations de violence sur mineurs. Et en fait, voilà, ce qui est regrettable, c'est que ça n'a pas pu être saisi à ce moment-là pour être vu comme une réalité et qu'il y ait eu voilà, ce virage vers la théorie du fantasme et de la sexualité infantile qui a juste finalement euh, validé le fait que ces sexualités, cette exploitation du corps de l'enfant, c'est continué sans pouvoir être nommé, alors qu'il y avait l'opportunité à ce moment-là d'en faire quelque chose. Ma question finale, et pour conclure, je reviens à te citer, Anne-Sophie, tu dis, je crois que c'est en soignant les traumas que l'on peut guérir beaucoup de choses en tant que personne, mais aussi en tant que famille humaine, pour évoluer et préparer une humanité plus libre et consciente. Fin de citation. Ma question, ce n'est pas trop ambitieux ce que tu dis là, pour ne pas dire peu réaliste? Oui, c'est très optimiste. C'est plus une intention qu'un objectif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ombre dans le monde et dans l'humanité. Et c'est aussi pour ça que je pense que nous avons besoin d'élan, sans naïveté, parce qu'évidemment la tâche est grande. Et les chaînes de traumatisation, elles sont puissantes, mais je pense que les chaînes de résilience, elles peuvent aussi l'être. Et j'ai beaucoup parlé de la dimension individuelle du trauma. On n'aura pas le temps, je pense, aujourd'hui d'évoquer la dimension collective, mais il y aurait beaucoup de choses à dire parce que le Tu trauma, vas il peut donc aussi... nous promettre que tu seras encore une fois dans ce cadre de ces leçons.
Bah, c'est vrai que là, il y aurait énormément de choses à dire sur le trauma collectif et sur les enjeux sociétaux en lien avec le trauma. Donc, je pense que c'est pas la peine là que j'ouvre le sujet parce que ça serait trop long. Euh, donc, peut-être on peut laisser ça en suspens. Hmm, Parce que entendu. je vois que le temps file et je me Oui, demandais oui. est-ce que À toi de conclure. On va conclure et je te laisse la parole pour conclure. ben, je me dis qu'on peut peut-être conclure par la méditation, justement, même si enfin, si c'est pas trop long, je ne sais pas, on peut peut-être demander au groupe au niveau fatigue, est-ce que, il y a Oui, encore de l'énergie? on va faire une méditation 20, 25 minutes, 30 minutes, mais après une pause de 5 minutes. De toute façon, on a l'habitude de faire ces sessions en 2 heures. Là, on est à 1 heure et demie, donc si on garde une demi-heure aussi pour la méditation, déjà pour te gagner en tant que présence, je sais bien combien tu es trop prise et comme ça, en enregistrant déjà cette méditation, ça sera un document qui pourrait faire du bien à beaucoup de gens. Mm. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure avant de qu'on prenne une pause de 5 minutes, pas plus? Euh, c'est difficile de conclure sur un sujet comme celui-là qui est si vaste. Je pense il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, peut-être s'il faut trouver un mot de la conclusion. Bah, justement, je peux faire le lien avec les traumas collectifs pour voir qu'en fait, cette question, elle n'est pas juste individuelle. C'est pour ça que dans la citation que tu évoquais, je parle vraiment de l'aspiration d'aller vers une humanité plus libre et consciente, parce que, il ne s'agit pas seulement de soigner les traumas individuellement, mais aussi de les considérer au niveau collectif, et les deux s'entremêlent. Plus il y a des individus qui vont libérer leur trauma, plus ils libèrent le collectif, et plus le collectif se libère de ses traumas, moins il va être traumatogène et créateur de traumas chez les individus. Donc je pense vraiment, mais il faudrait le développer davantage, peut-être une prochaine fois, parce que il y aurait tellement de choses à dire, mais je pense vraiment que soigner les traumas, euh, bah, ça peut être porteur de vraiment une évolution profonde pour l'humanité dans son ensemble. Voilà. Ok. Grand merci. Ben déjà, dans notre pays, le Liban, et dans notre région, le Moyen-Orient, où on n'arrête pas, ça fait maintenant 2 ans, de subir des traumas et des catastrophes, c'est Ouais. vraiment un, un vent ou bien un souffle assez positif que tu nous offres. Là, Oui, oui. donc, J'ai envie de on va... rajouter, j'ai envie de rajouter à ce Allez-y, que tu vas-y. dis que ça suffit pas de traiter les traumas individuellement, c'est-à-dire c'est très insuffisant de faire de la psychothérapie des traumas si à côté de ça, on a des systèmes, des institutions, des gouvernements qui sont pourvoyeurs de traumas. Donc pour moi, l'enjeu, il n'est pas seulement au niveau psychologique, il est vraiment au niveau des droits humains, de la dignité humaine, d'avancer en fait vers la paix, mais vers le questionner en fait l'ordre du monde au niveau politique, voilà, au niveau des systèmes qui sont au pouvoir. Parce que si on fait que soigner des traumas, mais qu'en même temps, il y a tout autant de traumas qui sont générés par nos systèmes, euh, c'est pas tenable non plus. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'élargir le champ. On n'est plus seulement à un niveau psychothérapeutique, on est à un niveau de l'engagement de l'humanité, l'engagement humain, chacun à notre niveau. De mon côté, je peux dire aussi avec cet Occident qui tient toujours un double discours. De côté, les droits de l'homme, c'est beau d'emblée, et après, on les gouvernements qui écrasent les droits de l'homme. Mm, mm. Oui, il y a cette hypocrisie Voilà. aussi. Ouais. Donc, on va s'arrêter pendant 5 minutes. Là, il est 8h04, donc à 8h09, nous serons là. Et je sais que Anne-Sophie,
elle conseille, par exemple, de prendre un peu d'eau comme ça pour reprendre son souffle et on reprend la méditation guidée. Ça sera en bilingue. إذن نختم هذه الجلسة مع أن صوفي كوك وهذه المقابلة الشيقة. سنعود بعد دقائق إلى تأمل موجه باللغة العربية واللغة الفرنسية في آن. Voilà. Oui, je peux déjà peut-être dire, donc ce sera une méditation. Ce que je vais vous proposer, c'est une méditation très simple, plutôt pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des personnes porteuses de trauma, pour éviter la retraumatisation. Mais ce sera une pratique vraiment extrêmement simple. Si vous avez l'habitude de méditer avec Jacques, vous trouverez probablement ça très, très Non, non, t'inquiète fascinant. pas. Tout ce qui est simple est souvent très, très profond. Mm. Ok. Donc, à dans 5 minutes alors. OK.